Situation économique et la bourse du Japon. Fait en gros, je vais vous parler un peu de l'histoire du Japon à partir des années 1985, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la pandémie, comment ils ont géré ça et comment l'économie se porte aujourd'hui. Donc, juste une brève présentation du pays. La population du Japon est composée de 125 millions d'habitants. C'est un membre du G7. Son président actuel, c'est Fumio Kishida. Et le Japon est une démocratie parlementaire. Donc, un peu pour commencer l'histoire économique du Japon, fait qu'à partir des années 1985, il y a eu une surabondance de liquidités. Puis ça fait que ça a engendré, ça a gonflé une bulle spéculative. Fait qu'en gros, les actifs immobiliers et boursiers, ils ont triplé de valeur en 5 ans. Puis ce gonflement, il n'y avait pas vraiment de rapport avec l'économie réelle du Japon. Puis ça a mené à une catastrophe en 1990 où la bourse de Tokyo s'est effondrée complètement. L'indice, le Nikkei, c'est le principal indice de la bourse de Tokyo, a chuté de 40 000 points à 15 000, puis elle n'est jamais remontée. Fait que c'était vraiment mauvais. Les banques qui avaient beaucoup prêté d'argent étaient ensevelies de mauvaises créances, puis ça a empiré les choses. À partir de 1992, un autre truc qui n'a pas aidé, c'est la crise de l'industrie. Parce que le Japon maintenant était confronté à une double concurrence. D'un côté, celle des États-Unis qui se retrouvent avec une meilleure dynamisation de leur économie depuis une décennie. Et de l'autre, ben, les pays producteurs de l'Asie, dont la Chine, qui prend beaucoup en ampleur. Fait que les grandes entreprises japonaises étaient déjà ébranlées par l'éclatement de la bulle. Mais là, ils découvrent qu'ils ont encore perdu une partie de leur compétitivité. Fait que ça empirait les choses. Fait que la chute du système financier s'est transformée finalement pour être une longue récession. Puis ça a vraiment révélé à quel point le vieillissement du modèle japonais et comment il était vraiment pas bien adapté pour les changements imposés par la mondialisation économique. En même temps, les États-Unis étaient libérés de la fin de la guerre froide. Fait qu'ils ont exercé beaucoup de pression à Tokyo et au Japon pour qu'ils développent une économie plus ouverte. Et une autre crise en 1997, c'est la crise asiatique. Fait que ça a encore empiré la situation du pays. Donc vraiment, il était de catastrophe à catastrophe. Le Japon, ça a été vraiment des périodes très difficiles. Fait que l'Asie était devenue le premier marché d'exportation. Puis le Japon a complètement dû restructurer en profondeur son économie justement pour s'adapter à ces changements-là. Fait qu'ils ont dû délocaliser une partie de leur activité vers les pays où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère, comme la Chine. Recentrer une nouvelle génération d'industrie pour avoir des meilleurs services avec une meilleure technologie, puis que ça rajoute de la valeur et ainsi aussi diminuer les coûts de production pour justement rétablir leur compétitivité entre les autres pays. Donc la tendance structurelle fait que vraiment de 1998 à 2002, le Japon est toujours en récession, même en quasi continu, fait que de moins 2,5% en 1998, de 0,2 à moins 0,9. Fait que c'est vraiment, ça tourne autour des moins et en bas du 1%, ce qui est pas très bon. Puis à partir des années 2004, la crise bancaire, ça a été capable de surmonter un peu les restructurations industrielles qu'ils avaient mises en place. Fait que là, peu à peu, le Japon, ils ont été capables de répondre à la demande des pays qui émergeaient. Puis ils ont su profiter de la croissance asiatique et chinoise. Et justement, les exportations, ils se sont, ont eu une croissance, surtout dans les secteurs de l'automobile, l'électronique et la privatisation de la poste. Ça a permis aussi vraiment de financer une grosse dette publique qui était très élevée, qui était de 180% du PIB. Donc vraiment, le Japon s'est vraiment concentré sur l'innovation et la technologie. Ils consacrent 3,6% de leur PIB dans la recherche et développement, justement, pour se distinguer des autres. Fait que ça atteint vraiment 20% de leur budget mondial et dans le domaine. Euh,
les États-Unis, au Japon, ils investissent 2,7%. En France, 2,1%. Donc vraiment, eux, ils investissent énormément. Puis leur priorité, c'est vraiment la robotique, la biotechnologie, les batteries, les véhicules. C'est là vraiment où ils veulent se distinguer et ils vont se distinguer des autres pays dans le monde. Mais le gouvernement, il s'est impliqué dans des directions un peu avec le Conseil de la science et de la technologie. Fait que le Japon était aussi donc en relation avec un conseil extérieur pour justement pouvoir partager leur technologie et leurs recherches, leurs solutions qu'ils avaient trouvées. Donc, les défis et dépendances que le Japon a. Le Japon est vraiment, c'est un grand importateur de produits énergétiques, énormément de produits énergétiques et miniers. Fait que c'est vraiment le premier importateur mondial du charbon. Puis pourquoi ils ont besoin autant d'énergie? Ben ça s'explique un peu dans leur histoire, où on peut retourner vers 1970, où il y a eu un problème avec les euh, centrales thermiques. Fait que, en 2011, en fait, je voulais dire, la production nucléaire d'électricité était la troisième mondiale. Mais il y a eu un accident, puis ça a fait que leur fourniture d'électricité a diminué énormément parce qu'ils ont dû arrêter la centrale de Fukushima. Fait qu'on connaît tout l'événement, comment ça a été un peu en fait, ça a été très dangereux et ils ont évité un peu le pire, mais quand même. Fait que ça n'a pas aidé, justement, c'est pour ça qu'ils sont vraiment dépendants en énergie. Ils n'ont pas aussi beaucoup de ressources naturelles, ce qui n'aide pas. Donc, euh, ils ont recours à des énergies fossiles pour justement compenser cette tragédie de Fukushima. L'opposition des populations pour l'implantation de nouvelles centrales a été un peu manifestée dans les années 2000. Fait qu'ils n'ont pas voulu refaire une autre industrie thermique nucléaire par peur que l'accident se recommence. Donc vraiment, la moitié de l'électricité provient des centrales de d'autres pays. Fait que beaucoup du gaz naturel. Fait que c'est pour ça que le Japon est le plus grand importateur mondial de gaz. Puis aussi, le vieillissement de la population, ça aide pas parce que il y a de plus en plus de chômage et il, y a- il va manquer d'habitation pour la population. Fait que les principaux secteurs économiques sont vraiment la pharmaceutique, l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, puis les secteurs secondaires et tertiaires. Fait vraiment, le Japon, c'est là où ils vont le plus se distinguer, comme j'ai dit, justement à cause qu'ils ont restructuré leur économie pour essayer de retrouver leur compétitivité. Donc, des indicateurs économiques depuis la pandémie. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant que le Japon n'a pas vraiment réagi de la même manière que les autres pays. Contrairement aux autres pays, durant la pandémie, le chômage a augmenté. Mais le Japon, c'est le contraire, le chômage a diminué. Comme vous pouvez voir, en octobre 2020, le chômage était de 3,1%. Fait qu'au tout début de la pandémie, il était plus élevé qu'à la fin de la pandémie. En 2024, il était juste de 2,6%. Fait que ce qui est très anormal pour un pays parce que tous les autres, eux, c'était l'inverse. Puis la même chose pour l'inflation. D'habitude, les autres pays, leur inflation, elle diminuait. Ben, en fait, elle augmentait. Mais pour eux, ils étaient déjà en déflation. Fait que ça a aidé un peu, la pandémie a un peu aidé à sortir de cette déflation qui était depuis des décennies. Donc en janvier 2023, l'inflation était 4,3%, ce qui était quand même élevé pour eux. Mais comparé aux autres pays, c'était pas énorme. Puis en février 2024, ils ont su diminuer ça à la fourchette que généralement ce qu'un pays veut, fait que c'est entre 1 à 3%. Fait que qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ben, le coût social, évidemment, était de plus en plus élevé. Le Japon, il avait fait connaissance de plans sociaux à grande échelle. Puis plus de 2 millions d'emplois industriels ont été supprimés. Mais tout de même, ils ont su quand même
diminuer le taux de chômage, qui est très impressionnant, et ils se sont distingués pour ça. Ensuite, les enjeux sociaux, les changements démographiques importants que je pensais, c'est qu'ils ont une dette publique qui est de 9,2 trillions de dollars, ce qui est énorme. Il y a aussi beaucoup de... Les retraités, ils préfèrent épargner que dépenser. Ça, c'est pas bon pour l'économie parce que, comme j'ai vu dans mon cours d'économie, il faut que les gens ils dépensent pour faire continuer l'économie, pour pas qu'il y ait de récession. Et lorsque les gens y épargnent, c'est pas bien puisque ça peut causer des ralentissements sur l'économie et peut-être engendrer une récession. Puis les investisseurs, ben, ils ont confiance que l'économie japonaise va reprendre, mais euh, il reste quand même des petits doutes à ce niveau-là. Donc, quelques indicateurs économiques depuis la pandémie fait que leur ratio dette PIB était 2,63% parce qu'ils ont vraiment beaucoup aidé leur population durant cette période. Ils ont beaucoup investi, comme un peu le Canada. Fait que le Canada s'était beaucoup endetté justement pour subvenir à cette pandémie, cette crise mondiale. Puis leur PIB nominal, c'était de 4,110 milliards de dollars US, qui est énorme. Donc, puis tout ça, la dette sur les intérêts était détenue 90% par les Japonais, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que contrairement aux États-Unis, eux, la majorité de leur dette, une grosse partie en tout cas, est vraiment détenue par la Chine. Et comme on a pu le voir, je fais un petit parallèle avec l'économie d'aujourd'hui. Et comme on a pu voir, ben, les États-Unis ils doivent faire attention avec ça parce que Trump a voulu provoquer la Chine et la Chine n'a pas bien pris ça. Et comme ils ont détenaient beaucoup de leurs dettes, ils ont agi en conséquence. Et là, euh, Trump a dû faire recul sur ses tarifications. Donc, les mesures implantées par le gouvernement lors de la pandémie, fait qu'ils ont vraiment développé une politique de budgétaire expansionniste comme le Canada, fait qu'ils ont donné une prime de 100 000 yens pour tous les jeunes de 18 ans et moins, justement pour leur aider dans cette situation difficile. Il y avait des allocations accordées aux enfants, de l'aide financière pour les PME, environ une somme de 720 millions de yens au total pour les aider. Un programme de subvention pour le tourisme intérieur, justement. Une grande partie de leurs revenus, c'était le tourisme, mais durant la pandémie, ben, ça a été beaucoup affecté. Ensuite, les mesures implantées par la Banque centrale. La Banque centrale a vraiment un énorme pouvoir, justement, dans ces situations-là, et je pensais que c'était important d'en parler puisque la Banque centrale a vraiment bien agi, selon moi, durant la pandémie. Fait qu'ils ont vraiment gardé une politique monétaire, comme je l'ai dit, expansionniste. Elle s'est distinguée des autres banques centrales et elle a mis fin au régime de taux négatifs en 2024, ce qui est assez récent parce qu'eux, ils ont été dans un régime de taux négatifs pendant des décennies et justement, ben, ils sont finalement sortis de ça, fait que ce qui est très bien. Donc, c'est quoi un régime de taux négatif? C'est en gros, il était en déflation, ce qui est très mauvais. Généralement, un pays veut vraiment être en inflation, comme je l'ai dit, de 1 à 3%. C'est ça qu'il vise. Fait quelques enjeux sociaux, des changements démographiques importants que je pensais parler, que j'ai trouvé dans mes recherches. Fait que la durée de la vie de la population est très longue. Justement, la population est vieillissante. Fait que ça va être un peu comme un autre parallèle que je peux faire avec le Québec. Le Québec, notre population est très vieillissante et on le voit de plus en plus à cause du baby boom. Le coût de santé est élevé, les coûts de programme de sécurité sociale sont très élevés et le taux de natalité est faible. Donc, ils sont encore des enjeux qui sont importants puis qui vont retrouver des problèmes pour plus tard, qui pourra affecter l'économie. Donc, si on peut parler de l'économie du Japon, comment elle va aujourd'hui, ben, en 2024, fait qu'au quatrième trimestre en 2024, le PIB a progressé de 2,8% et les prévisions étaient de 1%. Donc, ils ont excédé les prévisions, ce qui est très bien. Ils ont une croissance trimestrielle de 0,7% et encore une fois, ils ont dépassé les attentes. Donc, vraiment, le Japon, ils sont très surprenants. Ils agissent très différemment comparé aux autres pays. Ils opèrent bien, ils ont bien su restructurer leur économie, fait que ça les aide beaucoup pour se distinguer. C'est pour ça qu'ils font partie du G7 et ils ont une des plus grosses économies au monde.
puisqu'ils savent toujours s'adapter en fonction de la situation économique. Fait que la demande intérieure et les dépenses des entreprises étaient fortement soutenues par les activités. Donc, l'économie du Japon a vraiment progressé à un rythme supérieur des attentes. Surtout, il y avait des craintes à cause que le président Donald Trump, évidemment, est venu au pouvoir et il était préoccupé par les exportations. Mais la Banque du Japon a vraiment continué à augmenter les taux d'intérêt et normaliser leur politique monétaire justement pour pas engendrer une récession ou une chute de leur PIB ou de leur croissance trimestrielle. Euh, Par la suite, la consommation et les investissements. Donc, vraiment, la consommation privée a été vraiment amplifiée à cause de Trump. Fait que, eux, leur consommation représente plus de la moitié de la production économique japonaise, puisque tellement qu'ils sont nombreux, ils consomment beaucoup dans leur pays, fait que ça aide. Puis le consensus était un repli de 0,3%, mais ça a augmenté de 1%, ce qui est quand même étonnant encore une fois. Mais il y a eu un ralentissement dû à la hausse des prix alimentaires, justement à cause qu'il y a une guerre tarifaire dans le monde et que le Japon a pas beaucoup de ressources naturelles, ils n'ont pas beaucoup d'agriculture, ils sont beaucoup axés sur la pêche, comme je vais en parler plus tard. Et les investissements des entreprises étaient à la hausse de 0,5%. Fait qu'encore une fois, ils étaient en haut des attentes, ce qui est très bien pour les investisseurs à la bourse. Ça les rassure et c'est très rassurant justement dans cette période un peu chaotique qu'on s'approche. Fait que je vais vous parler de la création de la bourse de Tokyo. Fait qu'elle s'appelle la Kahuto-cho. Fait qu'elle a été créée en mai 1878. S'est fusionnée avec la bourse de Osaka en 2013, puis c'est là qu'elle a formé la bourse, le GPX, la bourse japonaise. Elle contient plus de 3500 sociétés cotées et c'est la deuxième bourse avec le plus de capitalisation boursière, donc ce qui est énorme. Fait que comment elle fonctionne la bourse de Tokyo, je voulais vraiment m'informer, puis elle fonctionne assez différemment à celle des États-Unis ou bien du Canada. Donc leur horaire, c'est vraiment de 9 à 11h30. Ils ont une pause de 1 heure pour justement manger. Fait que la bourse va être fermée pendant 1 heure, puis elle va réouvrir de midi et demi à 15h. Donc on peut vraiment voir moins est ouverte, puis il y a même une pause au milieu. Donc il y a moins de temps, c'est moins comme avec la bourse américaine qui ça ouvre de 9 et ça ferme à 16, si je le crois bien. Puis les sociétés cotées en bourse sont vraiment séparées en deux sections. Fait qu'il y a une première section, elle rassemble vraiment les sociétés ayant la plus forte capitalisation boursière. Puis la deuxième section, ça rassemble plus les petites moyennes entreprises et les sociétés qui viennent tout juste d'être cotées. Donc l'indice principal de la bourse de Tokyo, c'est le Nikkei 225. Puis le contexte géopolitique et commercial. Donc, justement, on parlait de Trump, fait qu'il y a vraiment des pressions des États-Unis sur les pressions douanières. Fait que là, justement, très récemment, le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont annoncé vouloir faire une coopération pour justement un peu mettre un mur, freiner Trump et justement le confronter. Et les trois pays se sont justement réunis à Séoul dans un contexte pour accélérer ces démarches des droits de douane imposés par les États-Unis. Puis juste aux trois, la Chine, le Japon et la Corée du Sud représentent 20% de la population du globe, ce qui est un quart de l'économie aussi mondiale et 20% du commerce planétaire. Fait que c'est énorme. Ils représentent le 1/5 de toute l'économie mondiale. Puis cette réunion elle est survenue depuis la mi-mars de droits de douane quand Trump a imposé 25% sur l'acier et l'aluminium à partir du 2 avril et une surtaxe douanière de 25% sur les automobiles importés aux États-Unis. Fait que le Japon et la Corée du Sud ils représentent 16 et 15% des importations automobiles des États-Unis, ce qui est un secteur majeur pour les États-Unis et ça va faire mal à leur économie. Donc, une perspective pour 2025. Fait qu'on s'attend quand même à une croissance durable, mais il faut être prudent parce qu'on ne sait jamais avec Trump. Mais comme on a pu voir, le Japon s'est bien géré
et ils ont dépassé les attentes. Il y a tout de même une volatilité des marchés à cause du taux de change. Les opportunités sont assez rares pour les investisseurs internationaux parce qu'on est vraiment dans une guerre tarifaire et on ne sait pas comment ça va se passer. C'est très incertain, c'est ça qui n'est pas bon pour les bourses en général. Puis reste tout de même quand même la troisième économie mondiale, on va penser. Donc vraiment, pour conclure, le Japon est vraiment sorti de décennies difficiles qui ont vraiment été enchaînées par des crises après des crises après des crises, mais ils ont trouvé la lumière au bout du chemin, justement, comme on pourrait dire. Ils ont vraiment bien restructuré leur économie pour qu'elle soit robuste, soutenue et qu'elle soit innovée par la technologie et la réforme. Elle puisse toujours s'adapter aux changements qui pourraient survenir. C'est vraiment un modèle économique qui est en transition. Fait que c'est un milieu entre la tradition et la modernité. C'est pour ça que je pense que ça fonctionne le plus. Fait que voici ma médiagraphie pour toutes mes sources. Ça a été un plaisir de vous présenter l'histoire du Japon et son économie. Merci.